Une alerte silencieuse traverse nos frontières. Depuis plusieurs jours, des centaines de familles maliennes fuient l'insécurité et affluent vers le nord de la Côte d'Ivoire. Des villages débordés, des autorités sous pression et des témoignages bouleversants. Que se passe-t-il réellement? Pourquoi cet exode soudain? Restez jusqu'au bout, vous devez absolument entendre la suite. La Côte d'Ivoire fait face à un afflux massif de migrants en provenance des pays avec qui elle partage ses frontières. Plusieurs centaines de migrants en provenance du Mali affluent dans des villes et villages au nord du pays. Ces flux migratoires pourraient annoncer une pression durable sur cette partie du pays. Un défi important auquel les autorités ivoiriennes tentent de trouver des solutions. Dans un communiqué, le Conseil national de sécurité dit avoir été informé de ces flux inhabituels de réfugiés. Le Conseil national de sécurité a été informé de plusieurs flux inhabituels de réfugiés en provenance du Mali. Ces flux seraient dus à des attaques perpétrées contre les civils par des groupes armés terroristes dans plusieurs localités au sud du Mali. Au regard de cette situation, le Conseil national de sécurité a demandé à son secrétaire exécutif de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'enregistrement de ces demandeurs d'asile. Par ailleurs, le chef d'état-major général des armées a été instruit à l'effet de prendre les mesures adéquates pour renforcer la sécurité aux frontières nord de notre pays. À l'est du pays, au Ghana voisin, plus de 10 000 personnes auraient rejoint les villages frontaliers au nord de la Côte d'Ivoire depuis le 24 août dernier. À l'origine de ce mouvement migratoire, plusieurs raisons, dont un conflit foncier qui aurait engendré des violences entre les ethnies. Et il faut noter que le pays a déjà vécu des vagues similaires avec les réfugiés burkinabés. En novembre 2025, la CEDEAO avait lancé un projet d'assistance pour près de 90 000 déplacés du pays des hommes intègres, eux aussi en proie aux violences dans leur pays. Une situation qui pourrait impacter tant socialement qu'économiquement la vie des communautés, mais surtout fragiliser la coexistence entre populations locales et déplacées. Évidemment, avec cette situation, la politique migratoire de la Côte d'Ivoire est très éprouvée. Cheikh Oumar Doumbia, faut-il redouter une pression migratoire et comment la traiter? Cette question, il faut la regarder sur 2-3 angles. La première, c'est vraiment d'abord un angle humain. Moi, personnellement, je suis... Quand je regarde, à chaque fois que je regarde cette question, j'ai une forme de honte qui me frappe. Pourquoi honte? Au bout de 5 ans de toute cette propagande, ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait jamais dû arriver et on a les outils qu'il faut pour empêcher ce type de choses de se faire. Malheureusement, ces outils ne sont pas correctement exploités et ça crée des situations drastiques. Deuxième élément, c'est que ces populations ne se déplacent pas de leur bon gré. Et ça, c'est très important à savoir. Troisième élément, c'est que la zone qui est touchée récemment, parce que bon, il y a quand même une seule circonscription entre l'Oloni et la frontière, donc c'est une zone où la majeure partie des habitants ont un pied de part et d'autre de ces frontières. C'est cela. Pour avoir fréquenté un peu la zone un certain temps, tu as des jeunes qui, par exemple, les après-midi, traversent simplement la frontière pour venir s'amuser à Poro et vice-versa. Ils se fréquentent, ils vivent ensemble, ils se marient. Donc, parfois, c'est un instinct normal de se diriger vers cette autre famille qui semble n'est pas touchée par le malheur. Mais bon, ça, c'est l'humain qui regarde ça. C'est facteur humain, c'est toute l'empathie qui va avec. Mais politiquement... Parce que l'analyse politique, c'est vraiment faire preuve d'une certaine froideur. C'est cela. Et cette froideur fait que, oui, absolument, il y aura une pression migratoire sur la Côte d'Ivoire et sur peut-être tous les voisins du Mali. Si la situation reste telle qu'elle est et qu'on continue comme ça. Parce que, bon, les GAT, groupes armés terroristes aujourd'hui, sont dans cette dynamique, en fait, de prendre les zones frontalières. Peut-être qu'ils ont presque réussi, parce que jusque-là, je me dis... C'est au niveau de la frontière Mali-Guinée où ce n'est pas encore
aussi violents que les autres, mais Mali, Sénégal, Mauritanie, la frontière est fermée de ce côté-là d'ailleurs pour ces questions-là qui n'ont pas fonctionné. Le Sénégal, depuis quelques mois, qui a pris des dispositions pour renforcer sa frontière, et récemment la Côte d'Ivoire. Donc oui, ces pays vont devoir se protéger. Et ce n'est pas ce qu'on aimerait dire. On aimerait dire aux voisins du Mali, bon, recevez tout le monde. Accepter tout le monde, accepter surtout ceux qui sont dans le besoin, mais on parle aussi de terrorisme. Et il faut pouvoir réellement avoir des frontières suffisamment sécures pour protéger aussi ses propres populations. Ça, c'est aussi la réalité de cette chose. Donc, et des éléments politiques qui rendent la tâche difficile aux citoyens. Parce que moi, je me dis, ça aurait été une toute autre discussion, même dans l'élément, peut-être vous l'avez entendu, dit qu'à un moment donné, quand les réfugiés venaient du Burkina Faso, la CEDEAO a pris des mesures. C'est cela. Alors, si ces États étaient toujours encore dans la CEDEAO, c'est une question différente qu'on pose, parce qu'il y a cette libre circulation des personnes et des biens, et que les pièces d'identité qu'ils ont sont d'ailleurs des pièces d'identité CEDEAO. Donc, peu importe comment on serre les frontières, en réalité, on ne pourrait pas les empêcher de faire ce va-et-vient, parce qu'on est dans un cadre juridique qui le permet et qui d'ailleurs l'exige. Mais quand les États se sont sortis de là, c'est une première chose qui rend la chose difficile. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où une zone est attaquée de la sorte, Ali, on s'en remet au bon sens, à ne même pas être spécialiste de la politique. Au bon sens, cette zone est attaquée, on sait que nos citoyens vont se diriger vers la frontière la plus proche. Pourquoi est-ce que la diplomatie de l'État malien rapidement ne prend pas contact avec les autorités ivoiriennes pour commencer déjà à élaborer de façon collective comment est-ce que nous faisons face. Peut-être parce que dans l'histoire récente, on est allé un peu trop loin. C'est cela, malheureusement. C'est pourquoi nous avons toujours dit que les relations de bon voisinage vont toujours être utiles et vont toujours être une nécessité. Aujourd'hui, c'est le tour du Mali. Et on dira que oui, des Maliens viennent en Côte d'Ivoire, mais si on recule en 2010, en 95, à chaque fois qu'il y a eu des crises en Côte d'Ivoire, le Mali a aussi reçu son lot d'Ivoiriens. Parce que ces pays fonctionnent comme des vases communicants, là où l'eau monte, ça dégage de l'autre côté et vice-versa. Donc, partout où il y aura crise, les gens vont se déplacer. Un autre élément qu'il faut aussi regarder de très près, c'est que, je pense, avant-hier, il y a eu une demande d'aide au Conseil de sécurité des Nations Unies portée par le représentant résident du Mali au nom des pays de l'AES. Et la réponse, elle est claire. Les Nations Unies disent quand il n'y a pas de coopération régionale, il n'y aura pas de coopération internationale. Donc, les gens nous ont sortis de la CEDEAO, les gens nous ont mis en difficulté avec nos voisins, et aujourd'hui, on a du mal à protéger ces populations-là qui n'ont participé à rien de tout ça, parce que ce n'est pas un référendum qui nous a sortis du CEDEAO. Et en fin de compte, c'est pour ne plus être capable de protéger ces populations et les mettre en difficulté vers là où ils peuvent aller aussi aux abris. Donc, finalement, c'est une difficulté qui va être partagée. Elle va être partagée, pas parce que les gens veulent la partager d'ailleurs, mais elle est partagée de force. Et c'est là où peut-être aussi la diplomatie ivoirienne va s'engager aussi à impliquer les bons acteurs. Donc tout de suite, je pense que ça c'est la première étape. C'est comment est-ce que les organisations internationales, les ONG habilitées, le Haut Conseil des Nations Unies pour les réfugiés, la Croix-Rouge, comment toutes ces organisations vont se mettre de concert avec l'État ivoirien pour recevoir ces gens, pour pouvoir mettre en place le minimum d'infrastructures, pour pouvoir les gérer sur un temps, estimer probablement combien de temps tout ça prendra et quelles seraient les nécessités engagées, la mobilisation de fonds qui va avec pour faire des réponses stratégiques, tout ceci va être calculé et ça demande un travail extraordinaire. Et nous serons bon gré à tous ceux qui reçoivent nos compatriotes de faire cet effort-là, parce que nous ne pouvons que leur demander leur empathie. Mais on aurait aimé ne pas arriver là, quoi. Absolument, absolument. Lamine Fofana, selon vous, est-ce que les dirigeants des pays de l'AES, notamment le général Assimi Goïta, reverraient sa politique diplomatique avec ses voisins en vue justement de sauver les meubles face à cette pression migratoire? Non, je ne pense pas. Après, tout peut arriver, mais les éléments ne sont pas forcément alignés pour dire ça. D'autant plus que, au-delà du fait que l'intégration régionale est difficile, parce que le Mali n'étant plus de la CEDEAO, il y a des facteurs sociologiques qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, un Rwandais qui vient en Côte d'Ivoire, son installation est difficile. Mais un Malien qui vient en Côte d'Ivoire, son installation est facile. Parce que à cause de la proximité géographique. À cause de la proximité géographique et aussi à cause aussi des similitudes de patronymie,
des similitudes de culture. Donc, on a une bonne communauté malienne ici en Côte d'Ivoire qui exerce dans les activités économiques. Donc, ça veut dire les Maliens qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont la capacité d'accueillir leurs frères qui reviennent du Mali. Donc, le gouvernement malien ayant conscience de ça, avec tout ce qu'on connaît aussi, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ce n'est pas évident qu'il y ait des mesures dans ce sens. Autre chose qu'il faut retenir aussi pour la Côte d'Ivoire surtout, c'est les problèmes de seconde zone. Parce que généralement, dans une situation, les problèmes de première zone engendrent des problèmes de seconde zone. Donc la migration aussi peut jouer sur la question du foncier. Donc lorsque des personnes rentrent, il y a l'installation. Et les problèmes des terres, le foncier en Côte d'Ivoire, c'est une problématique qui est très complexe. Donc il faut faire très attention à ça aussi, surtout aux questions de location. Voilà. L'autre dilemme pour l'État de Côte d'Ivoire aussi, c'est le juste milieu. Parce que bien que le Mali ne soit plus dans la CEDEAO, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des relations fraternelles. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.